il y a des lois, il y a des règlements, mais en Israël, les choses sont beaucoup plus flexibles qu'en France. Voilà, il est 10h sur Studio Qualité. On continue notre matinale ce matin et Ayala Bloom est venue nous rejoindre. C'est avec plaisir que nous accueillons donc Ayala. Bonjour Ayala. Bonjour. Shavua Tov. Je dois appuyer là. C'est appuyé. C'est déjà. Tout va bien. Bonjour Shavua Tov. Bonjour Olivier. Alors, on va parler aujourd'hui, comme on le fait chaque 2 semaines sur Studio Qualité, de sujets qui intéressent nos auditeurs. Et pour cela, on va tout de suite accueillir Shula Veller. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Bien prononcé. Bonjour Shula, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes bénévole à Chil. C'est vrai. Alors, c'est quoi Chil, Shula ? Chil, c'est une organisation de bénévoles qui s'occupe à donner des conseils à tout le monde. D'accord. Dans beaucoup de sujets comme les problèmes, surtout les droits de travail, en problème au travail, problème avec les voisins, problème avec tous les problèmes. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est une centrale téléphonique. On appelle et on pose la question ou comment ça se passe ? Oui, la plupart des c'est par téléphone, mais des fois aussi nous avons aussi un avocat et D'accord. Des fois aussi il y a des gens qui viennent. Et nous sommes situés à la mairie de Jérusalem. D'accord. Très bien. Alors Ayala, aujourd'hui bonjour Shula. Bonjour Ayala. Alors Ayala, on a choisi de parler d'un sujet qui concerne un peu le voisinage. C'est vrai que d'avoir un bon voisinage, c'est toujours préférable. Mais c'est pas toujours facile non plus. Alors, est-ce que d'abord, au niveau des Olim Hadashim, des nouveaux immigrants, est-ce que toi, tu vois qu'ils se confrontent à des problèmes de voisinage ? Je ne crois pas que ce soit particulièrement en tant qu'Olé Hadash qu'on peut avoir des problèmes de voisinage, mais dès l'instant qu'on partage, qu'on est sur le même palier ou qu'on a un ascenseur en commun, un ascenseur de Shabbat, ou des fois, ça se passe pas toujours bien, qu'on soit Olé Hadash, qu'on soit né dans le pays. Mais quand on est Olé Hadash, c'est encore plus difficile parce que des fois, on a du mal à s'exprimer et surtout, s'il y a un conflit, on ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce qu'on doit courir chez l'avocat ? Ça coûte quand même très cher de prendre un avocat, ça fait un peu peur. Et, ou bien est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider ? Eh ben, je crois que la deuxième réponse est la bonne. Alors surtout aussi, et je crois qu'Ayala et peut-être que Shula aussi, vous allez me le confirmer, c'est que on va dire que la mentalité comme ça israélienne par rapport à la mentalité française qui se passe par rapport à tout ce qui est copropriété, c'est pas tout à fait le même, c'est pas géré de la même manière, on va dire. Shula. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas, comment dire, il y a des lois, il y a des règlements, mais en Israël, les choses sont beaucoup plus flexibles qu'en France. Ouais. Et donc, en fait, quand les Français ou les nouveaux immigrants arrivent dans le pays et qu'ils se retrouvent comme ça face à des problèmes, ils ne savent pas toujours très bien gérer ces problèmes. Oui, tout à fait. C'est tout à fait voilà. Alors, on a des questions qui nous ont été posées concernant justement des problèmes qui se passent en copropriété, des problèmes avec des voisins. Alors, je propose, Shula et Ayala, qu'on pose un peu ces questions et comme ça sera une manière aussi d'aborder différents sujets. Alors, on pose la question, j'habite une copropriété de divers appartements de 3, 4 et 5 pièces. Nous payons tous les mêmes frais mensuels, sans tenir compte de la taille des appartements. Et cette personne nous demande si c'est légal. Alors, justement, il y a la loi des copropriétés de 1952 qui détermine les règles de cohabitation et, entre autres, comment se partagent les frais communs mensuels entre les locataires d'un immeuble. Et d'après ce règlement, les mensualités sont déterminées en fonction de la superficie des appartements. Mais comme c'est très compliqué,
et de faire les calculs chaque fois qu'il faut faire des calculs exacts. Par exemple, vous avez un appartement de 61 mètres, l'autre de 63, le troisième de 71. Et chaque fois que vous devez prendre des paiements pour les frais, ou comme ça, il faut commencer à faire les comptes. Et donc, dans beaucoup de copropriétés, les gens préfèrent faire le compte d'après le nombre de chambres. C'est plus simple. D'accord. Voilà. Donc, et de partager. Donc, en fait, dans ce cas-là, cette personne paye les mêmes frais. Donc, normalement, elle ne devrait pas. Un appartement de 3 pièces et un appartement de 5 pièces ne doit pas. Alors, c'est peut-être l'occasion aussi. Non, mais ce n'est pas la même chose. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi, et de plus en plus, des copropriétés qui arrivent à la conclusion de charger tous les appartements de façon égale. D'accord. Il y a une logique à ça, parce que les frais des parties communes n'ont pas nécessairement un rapport direct avec la superficie ou le nombre de pièces. Bien sûr. Par exemple, les locataires du rez-de-chaussée payent pour l'ascenseur et ne s'en servent pas. Les locataires du 6e étage ne profitent pas du jardin, etc. Donc, dans beaucoup de copropriétés, ils préfèrent faire d'une façon beaucoup plus simple. Chaque appartement paye la même chose. Alors, mais il faut le faire d'une façon... Ils ont demandé si c'est légal. C'est ça, c'est ma prochaine question en fait. Alors, qui décide en fait de ces charges? Voilà, alors c'est pour effectuer les modifications du règlement, parce que je vous ai dit qu'il y a un règlement. On peut le modifier, mais il faut convenir l'Assemblée générale de la copropriété et obtenir le consentement de la majorité des copropriétaires à cette modification. Et donc, ça deviendra le règlement de cette copropriété spécifique. Voilà. Alors, on peut le faire, mais il faut le faire légalement. D'accord. Alors, peut-être c'est le moment aussi de faire un petit oulpan d'hébreu, parce que c'est des termes qui reviennent. Et pour les personnes qui sont nouvelles en Israël, c'est important de les avoir. Alors, on parle de quoi? On parle de Vaad Bayit? Alors, moi, j'étais prof d'hébreu dans le temps. Alors, Vaad Bayit, c'est ce on appelle en France le syndic, c'est ça? Oui. Non, mais l'Assemblée générale, c'est Asefat Dayarim. Asefat Dayarim, voilà, le rassemblement des résidents. Oui, l'Asefat Dayarim, en principe, doit être convenu chaque an au début de l'année et faire toutes les décisions concernant l'immeuble et aussi élire un syndic. En Israël, le syndic, d'habitude, c'est un syndic bénévole. Et donc, il y a beaucoup de difficultés des fois à trouver des gens qui sont prêts à être au syndic. C'est pas du tout simple. Et l'Assemblée générale doit se réunir une fois par an. Mais s'il y a un sujet, exceptionnel qu'on veut parler, on peut toujours convenir encore une fois à l'Assemblée générale. Voilà. Et les charges, comment on dit les charges là? Missé Bait. Ah, Missim Bait. Voilà. Bon, moi, j'habite dans une maison seule, alors je ne suis pas habituée, j'ai oublié ce mot. Alors, Shula, justement, je voulais te poser une autre question. Oui. On a eu cette question. Nous sommes 5 familles dans une copropriété de 24 appartements. Nous sommes intéressés à installer un Maalit Shabbat, un ascenseur automatique qui s'arrête à tous les étages. Quels sont nos droits? Oui, alors là, il faut se rappeler que le problème, c'est un problème relativement nouveau parce que les grands buildings avec beaucoup d'étages, c'est vraiment relativement... il y en a de plus en plus les dernières années. Et le Maalit Shabbat, l'ascenseur qui a un mécanisme spécial, ça s'appelle Pikud Shabbat, qui permet de faire fonctionner l'ascenseur automatiquement pendant certaines heures. D'habitude, il n'y en a pas dans les immeubles. Et si on veut le faire, il faut l'installer. Et ça, bien sûr, c'est une bonne solution pour les habitants religieux qui habitent dans des immeubles à étages. Mais comme j'ai dit, dans la plupart des immeubles, il n'y en a pas. Alors, si dans l'immeuble, il y a seulement un ascenseur,
il faut avoir le consentement de la majorité des locataires pour convertir l'ascenseur en Maalit Shabbat. D'accord. Mais pas seulement ça. Les familles qui ont demandé à avoir la Maalit Shabbat devront payer. D'accord, pas des autres. Non, Okay. devront payer les frais d'installation. Par exemple, s'il n'y a pas de Picout Shabbat, si l'installation est chère, ils devront payer les frais d'installation ainsi que aussi les dépenses d'entretien courant D'accord. de la Maalit Shabbat. D'accord, c'est à leur charge. Parce que le mécanisme automatique, il est cher et augmente aussi l'usure de l'ascenseur à long terme. Ça, c'est s'il y a un ascenseur dans l'immeuble. S'il y a au moins 2 ascenseurs dans l'immeuble, il suffit d'une famille qui demande à convertir l'ascenseur pour le faire. Mais là aussi, cette famille devra payer l'installation et les dépenses, les frais. D'accord, merci. Et c'est très très cher, bien sûr. Et c'est aussi un dérangement. Il faut dire aussi que la Maalit Shabbat, c'est pas une chose, c'est un dérangement, ça fait du bruit. Ça s'arrête à tous les étages, c'est lent. Voilà. D'accord. Donc vraiment, c'est l'occasion aussi de parler aussi des relations entre religieux et non religieux dans ces immeubles. Lorsqu'on habite dans des shrunotes, dans des quartiers qui sont, on va dire, mixtes un peu, c'est des fois un peu difficile de trouver un consensus, mais en fait, ce que vous nous dites, c'est vraiment essayer de trouver un terrain d'entente. Oui, ben justement, comme c'est très cher, alors ce qu'on fait d'habitude, et ça c'est avec le consentement de l'Assemblée générale, on limite les heures de fonctionnement de l'ascenseur de Shabbat. Par exemple, disons, pour aller à la synagogue, 4 heures le vendredi, 4 heures samedi matin, 3 heures l'après-midi, samedi vers la fin de Shabbat. Et donc, ça devient moins cher. Mais c'est un problème. C'est aussi un problème. Vous savez, par exemple, vous venez dans un immeuble où il y a déjà une Maalit Shabbat, parce que vous avez acheté un appartement de quelqu'un qui devait participer aux frais. Et maintenant quoi? Vous devez aussi continuer à participer aux frais. C'est un problème. Mais s'il y a vraiment une majorité qui est intéressée à une Maalit Shabbat, il faudra le faire. Bien sûr. Alors, une autre question. Alors là, on rentre vraiment un peu dans les détails, mais c'est important parce que voilà, une personne nous pose la question. Son salon se situe sous la terrasse du voisin et cet hiver, le plafond du salon est devenu totalement humide. Et aussi le mur externe du côté ouest. Alors, le voisin prétend que toute l'humidité vient des pluies qui infiltrent par le mur. Et donc, voilà, il y a donc ils ne sont pas d'accord sur l'origine de cette humidité. Comment doit-il faire pour faire réparer les dégâts? Ça c'est vraiment un problème. C'est un problème malheureusement très, très courant en Israël, surtout dans des vieilles maisons. Problème d'humidité. Et surtout, il faut se rappeler que ces dernières années étaient assez pluvieuses. Oui. Et donc, il y a beaucoup de problèmes d'infiltration d'eau à cause des pluies. Et comme dit, l'humidité, elle peut parvenir de la terrasse de votre voisin, mais c'est possible aussi que ça provient du mur extérieur. Et donc, il faut tout d'abord trouver la source de l'infiltration. Et pour ça, il faut convoquer un expert d'étanchéité qui pourra examiner le problème et voir d'où vient l'eau. D'accord. Mais ça, il faut le faire avec l'accord du voisin. Aussi parce que l'expert doit rentrer chez le voisin, à la terrasse du voisin. Et aussi parce que peut-être le voisin a une assurance et doit faire jouer l'assurance dans ces cas-là. Faire jouer l'assurance et devra aussi avoir l'expert de l'assurance qui viendra et pas l'expert que moi j'ai trouvé. Alors donc alors si vous êtes en bonne relation avec le voisin, ça ne créera pas de problème. Mais des fois le voisin n'est pas tellement d'accord coopératif. Oui, voilà. Coopératif. Voilà, oui. Coopératif, voilà. Est-ce que le Vaad Bait a son mot à dire dans ça, justement, ce syndic? Et ça, c'est une grande différence. J'ai vu qu'en France, par exemple, le syndic, il peut intervenir.
Alors là, dans cette question, elle a demandé, elle a dit que peut-être l'humidité provient du mur extérieur. Bien sûr que si ça provient du mur extérieur, c'est le Waadbeit, parce que c'est tous les locataires devront participer. Mais le syndic n'a vraiment pas un mot. Vous pouvez essayer aussi de parler, et peut-être le syndic parlera avec le voisin, mais c'est pas une affaire qui est c'est pas obligatoire. Le syndic n'a pas de quoi dire dans ça. Et puis, alors, pardon, oui. Choula, mais c'est celui qui commande l'expert ou le chamaï qui le paye? Non. C'est l'expert qui déterminera la cause de l'humidité et aussi qui est responsable des dégâts. Okay. Est-ce que c'est le mur extérieur et l'humidité rentrée par la terrasse? Est-ce que ça, il faut un expert pour ça? D'accord. Et le responsable, si c'est le voisin ou le syndic, ou les deux, des fois c'est les deux, devra réparer les dégâts et payer aussi pour l'expert. Et tout ça dans un délai d'après la loi, dans un délai de 30 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le voisin ne coopère pas et refuse de prendre en charge les réparations? Alors, là, il y a quelques pas à faire. Bien sûr, toujours, il est recommandé de faire tout à l'amiable, mais oui. des fois, ça ne s'arrange pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, à Chile, beaucoup de problèmes qui arrivent chez nous, c'est justement ces problèmes. Et ce qu'on conseille, c'est tout d'abord d'essayer de parler. Et après, si ça à l'amiable. À l'amiable. Oui. Et peut-être aussi demander au syndic de parler, comme vous avez dit, le syndic. Et sinon, peut-être écrire une lettre, mais pas encore une lettre d'avocat, une lettre que vous écrivez et que vous envoyez par poste recommandé, et là vous exigez de réparer les dégâts. Et si ça n'aide pas, ou si vous décidez que vous connaissez ce voisin et il faut qu'il reçoive une lettre d'avocat, alors là il faut envoyer une lettre par un avocat. Une lettre d'avertissement. De mise en demeure, oui. Et donner aussi un délai de 30 jours pour faire les travaux nécessaires. Ouais. D'habitude, il y a beaucoup de fois que ça aide. D'accord. Le voisin a reçu cette lettre, il voit qu'il n'a pas de choix et il commence à faire les réparations. Ce qu'il faut. Mais s'il persiste, alors là, il y a une procédure judiciaire. Il y a ce qui s'appelle Amefaker Alabatim Ameshutafim. C'est le contrôleur des copropriétés. C'est un tribunal comme un autre, mais ça a ce nom-là, et qui s'occupe des conflits entre voisins. Et là, vous pouvez entamer une procédure judiciaire. Ah, c'est vraiment une procédure judiciaire? Dans ces cas-là, vraiment. Dans ces cas-là, il faut un avocat aussi, ou on peut le faire seul? On peut aussi passer par le guichour, ce qu'on appelle la médiation, avant d'en arriver là. On peut passer par la médiation, mais si ce voisin, il est un voisin qui refuse il refusera aussi la médiation. Il y a des cas, par exemple, s'il y a des problèmes de bruit entre voisins, la voilà, je voulais en parler justement maintenant. Oui. Alors, je vais seulement vous dire que la procédure chez le Fakar Alabatim Ameshutafim, elle est coûteuse, elle n'est pas très coûteuse. 750 shekels ou 2% c'est pas très coûteux, mais ça prend du temps, 2-3 mois. Et si le cas est compliqué, vous avez intérêt à prendre un avocat. Et alors, ça deviendra encore plus. Ça deviendra encore plus. Ça revient cher. D'accord. Alors justement, Choula, je voulais demander. Il n'y a pas que l'humidité entre voisins. Il y a parfois des problèmes de bruit. Là, j'ai une question. Mon voisin vient d'installer l'air conditionné. Le moteur est juste à côté de ma chambre à coucher. Le bruit est terrible. Que puis-je faire? Écoutez, le problème des nuisances sonores, c'est un des problèmes les plus compliqués de voisinage. Parce qu'il y a des lois, bien sûr. Il y a des lois qui fixent les heures. On dit on ne peut pas faire du bruit entre 2 et 4 et entre 23h et 7h du matin.
Mais comme vous dites, le climatiseur, il est tout le temps là, Oui, oui. en train de travailler. Il y a aussi des lois qui définissent la hauteur du bruit permis, mais probablement le bruit du climatiseur ne dépasse pas le niveau de décibels autorisé. Ouais. Donc là, vous n'avez pas la loi avec vous. Ah. Alors, En plus, c'est quelque chose qui est subjectif, la notion de bruit, ou bien on peut la mesurer. non, vous pouvez mesurer les décibels, mais les décibels qui ne sont pas autorisés sont très très hauts. Donc, le bruit de votre climatiseur, probablement, il n'est pas tellement haut, mais vous dormez là-bas et ça vous dérange. Ça dérange. Enfin, c'est un bruit en tout cas, moi, j'ai vécu ça la première année où nous sommes revenus au pays. La première année, on avait 2 maisons mitoyennes et le jeune homme d'à côté, il avait reçu un tambour, il jouait du tambour à toute heure. Alors, c'était terrible. En plus, il jouait mal, donc c'était affreux. On n'osait rien dire, on venait d'arriver, c'était terrible. Alors voilà, il y a beaucoup de problèmes. Des chiens qui aboient, des enfants qui sont bruyants, le musicien qui doit s'exercer avec le tambour, les rénovations chez les voisins, une télévision qui est à toute hauteur. Tous ces problèmes-là, et inclut aussi le climatiseur, il faut essayer de résoudre ces conflits à l'amiable. Oui. Par exemple, le climatiseur bruyant. Peut-être il est bruyant parce qu'il n'est pas tellement stable sur son, je ne sais pas comment dire, sur sa base. Sur son socle, oui. Oui, et des fois ça fait beaucoup de bruit. Et des fois, si vous parlez au voisin, peut-être il peut le mettre quelque part d'autre. Même si vous devez payer. Des fois, il vaut mieux même payer quelque chose pour avoir la tranquillité. Pour avoir la tranquillité. Votre voisin qui joue le tambour, il y a aujourd'hui des moyens de faire une isolation dans la chambre où il paye. Les enfants bruyants, c'est un problème. Vous ne pouvez pas tout à fait ne pas faire du bruit avec des enfants. On peut mettre un tapis. Et vous aussi, si vous avez des bruits d'enfants, peut-être vous devez être un peu plus flexible attentif. Pour maintenir une bonne ambiance, attentive. D'accord. Un chien qui aboie, c'est un grand problème. Oui, ça j'ai connu aussi. C'était mon chien qui aboyait. Ma chienne. Alors là, il y a là. On a parlé et on est devenus de grands amis avec mes voisins. Au début, c'était un peu difficile. Je pensais que tu avais parlé avec le chien. Non, on a parlé avec les voisins et ils nous ont conseillé de la faire dormir de l'autre côté parce qu'elle était sous leur fenêtre et puis de la rentrer à la maison, ce que je voulais pas au début, mais en fin de compte, on l'a rentrée pour ne pas déranger les voisins et ils nous ont même proposé de la dresser pour qu'elle apprenne à plus faire de bruit. Oui. Mais vraiment, ça s'est fait à l'amiable et on est devenus amis. Voilà, mais c'est le but en fait. C'est le but en fait, c'est ça. Justement. Comment ? C'est ça le but en fait, Choula. C'est vraiment d'essayer de parler, de trouver un accord à l'amiable, de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Parce que surtout que dans ce cas de problème, de bruit, vous n'avez pas tellement recours à la loi. Parce que, si c'est un bruit qui est avec beaucoup de décibels, mais d'habitude, c'est pas cette sorte de bruit. Alors, vous pouvez... Alors là aussi, Ayala, la médiation, c'est une très bonne chose si vous n'arrivez pas à trouver une solution entre voisins. Et là, les deux côtés doivent être d'accord d'aller à la médiation. Voilà, ce qu'on appelle le guichour en hébreu, oui. Le guichour. Nous, à la mairie de Jérusalem, tu veux nous dire un peu plus sur la médiation ? Je sais que tu as déjà fait il y a une spécialiste de la médiation qui s'appelle Adassa Zanzouri et qui est responsable à la mairie de Jérusalem. Elle est francophone et vraiment, c'est une solution. Je ne peux pas vous en parler juste en un mot où on fait venir les deux parties, chacun a un temps de parole et puis... c'est une solution à l'amiable en fin de compte, où chacun doit écouter l'autre. Ouais. Mais après, je crois qu'il faut entendre ce que le médiateur va décider, si je me souviens bien. Il faut recevoir la décision du médiateur. Voilà. Même si d'habitude, vous ne recevez pas tout ce que vous voulez. Oui. La médiation. Chacun doit faire un compromis. Un compromis. Oui, absolument. Compromis. Mais il faut quand même savoir que si vraiment c'est insupportable, par exemple, des bruits jusqu'à 2 heures du matin, il y a la police. Ah non, là, il y a la loi. Oui.
Il y a la loi, il y a la police, il y a Ouais. aussi, vous pouvez aussi entamer une procédure au Bet Mishpat, les Tviot Ktanot, comment on dit Tviot Ktanot Les plaintes, ce sont des plaintes jusqu'à une certaine somme 34, d'argent. 34 000 jusqu'à 34 Voilà. 000 shekels, mais là, vous devez avoir des Des preuves, vous devez... D'ailleurs, Shula, on vous il y a réinvitera pas pour parler des d'avocat, Tviot Ktanot en particulier. On fera une Oui. émission particulièrement là-dessus. Voilà. On a une autre question, je Oui, crois. on a une question sur une personne qui loue un appartement et qui se oui. demande comment on partage les différents paiements et différents frais entre le propriétaire et donc le locataire. Alors, on parle bien sûr des frais de la copropriété, les taxes de municipalité, l'Arnona, et puis s'il y a des réparations à faire, et puis aussi s'il faut prendre peut-être aussi une assurance. Oui, alors justement, là, c'est très différent de la France. Parce que dans la France, ces choses-là, elles sont très, très claires. Tandis qu'en Israël, malheureusement, en tout ce qui concerne la location des appartements, ce qui compte, c'est le contrat. Donc, dans le contrat, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est très important de bien lire, de bien comprendre et, si possible, même avec l'aide d'un avocat, de voir ce qui est écrit dans le contrat. Alors, par exemple, en 2018, il y a eu un essai, une tentative de réglementer les relations entre locataires et propriétaires. Parce qu'en Israël, c'est vraiment presque la jungle, surtout dans des places où il y a beaucoup de gens qui veulent louer des appartements et peu d'appartements. C'est comme la jungle, c'est vraiment sans loi. Alors, il y a eu une tentative en 2018 de faire... et il y a eu ce qui s'appelle Chok Scherut Hogenet, la loi de location juste ou honnête ou je ne sais pas quoi. Ouais. Alors, par exemple, dans cette loi, il n'y a pas beaucoup de choses dans cette loi, mais vous avez demandé au sujet de l'assurance. Alors, par exemple, dans cette loi, c'est écrit que c'est le propriétaire c'est le propriétaire qui doit faire une assurance sur l'appartement. Ce qui est logique. C'est oui, son appartement. C'est son appartement. S'il y a une incendie ou quelque chose comme ça, c'est son appartement. Mais beaucoup de propriétaires chargent le locataire de l'assurance. Je le sais personnellement. C'est écrit dans le contrat. Et ce qui compte, en fin de compte, c'est le contrat. Et D'accord. ça, il faut savoir. Et alors, cette loi aussi détermine les paiements que le locataire doit payer. Le Vaad Bait, bien sûr, les frais courants d'entretien, l'Arnona, les taxes municipales et le Vaad Bait, tandis que le propriétaire doit faire les grandes réparations s'il y a un problème avec l'eau chaude, s'il y a un problème avec le clim, le doud, comme ça. Oui, avec le doud shemesh, avec le réservoir. Oui. On a tellement l'habitude de dire le doud shemesh. Oui, tout le monde comprend. Vous connaissez ça, Oui, je pense que tout le monde le sait. Mais en fin de compte, c'est devenu un mot français pratiquement. Oui, ce qui comptera, et ça il faut savoir, c'est le contrat. D'accord. C'est le contrat et on peut mettre dans le contrat beaucoup de choses. D'accord. Il y a une chose que le Chok Scherut Hogenet a quand même fait, c'est qu'il a limité la somme que vous devez mettre en comment on dit, Eravon. En garantie. En garantie avant de... En garantie, parce que si vous payez 5 000 shekels pour l'appartement et vous donnez une garantie de 30-40 000 shekels, ce n'est pas logique. Non. Alors ça, c'est limité à, je crois, 3 fois le prix du loyer. De la location. Comme ça, oui. C'est une occasion pour moi de dire que, puisque là, Shula, quand vous nous dites qu'il faut vraiment bien lire le contrat, mais bon, il faut déjà avoir un niveau en hébreu, et puis même si on a un bon niveau d'hébreu, si on n'a pas fait des études de droit, c'est pas évident. Donc là, c'est l'occasion pour moi de dire que nous avons des avocats bénévoles. Il y a Isra Droit qui donne vraiment un coup de main, un conseil. Donc, vous pouvez faire appel à nous, voilà, s'il y a besoin. Oui, c'est très important de lire le contrat avec toutes les petites lettres. Voilà. Bon, en tout cas, c'est aussi très important de vivre en bon voisinage et donc on a eu Shachen Tov, exactement. Voilà. Et donc, mais si quand même ça arrive, bien entendu, vous avez des conflits avec vos voisins.
il y a possibilité de contacter Chil. Et donc, Choula, vous répondez en français, en fait. Moi, je réponds en français. Je m'occupe beaucoup de problèmes de voisins et aussi et même des contrats. Je sais même lire. Je ne suis pas avocat, mais je sais bien lire les contrats et voir où il y a des choses qui ne sont pas légales et au moins leur montrer les problèmes et donner des conseils de quoi ne pas signer. D'accord. Alors, comment on fait pour contacter Chil ? Alors, vous adressez à notre centre des droits. C'est le moment pour moi de faire ma petite page de pub quand même. Hein. Le centre des droits Mitsui Sruyot, qui se trouve de la mairie de Jérusalem et Kalita en Co, qui se trouve à Kalita, Rov Aravagan SR. Et puis, vous pouvez m'envoyer un mail ou au numéro de téléphone 02 590 60 82. Et moi, je vous redirigerai vers Choula. Voilà, Choula, kol hakavod, en tout cas pour l'expression en hébreu, parce que je dois dire que Choula n'est pas comme toi, Olivier et moi, nous sommes nés dans la langue française. Ce n'est pas le cas de Choula. Et vraiment, c'était un français tip-top. Bravo. Bravo. Et puis bravo pour tout ce que vous faites. Parce que vous le faites. Il y a des mots que je ne sais pas tellement. Bravo. Non, mais c'était très super. Bien. Et puis bravo, puisque vous le faites bénévolement, je suppose. Oui. Je suis la bénévole depuis des années. C'est encore mieux encore. Bon, alors, merci à vous aussi. C'est très important. Merci, Choula. On se reverra pour parler des Tviot Ktanot dans une prochaine émission. Merci beaucoup, Choula.